Es para mí un placer darles la bienvenida a esta conversación entre María Cristina Jurado y Catherine Millet. En esta ocasión estamos, como ustedes saben, en el Festival Filba. Es la tercera ocasión en que este festival se organiza aquí en Chile. Lleva 7 versiones en Buenos Aires. Es la segunda vez que participa también en Montevideo. Y también en cada una de las versiones que se ha hecho acá en Chile, la Cátedra Abierta UDP, en homenaje a Roberto Bolaño, ha participado con un invitado, a veces con conferencias, a veces con conversaciones, como es el caso de hoy. Esta instancia es justamente fruto de la colaboración entre la cátedra y el festival, y estamos muy felices de los frutos que ha rendido cada año, porque eso ha significado acercar más lectores a sus autores. En este caso tenemos junto a nosotros a Catherine Millet. Ella es una autora francesa, es curadora de arte y también escritora. Como curadora es conocida por su experticia en la obra de Salvador Dalí y también en Yves Klein. Y también como autora son principalmente 2 sus publicaciones más conocidas. El primero es La vida sexual de Catherine Millet y Catherine M. Y el segundo es el libro Celos. Para conversar con ella le hemos pedido a María Cristina Jurado que nos acompañe. Ella es una periodista con vasta experiencia, ha trabajado en los principales medios escritos del país, también ha sido corresponsal en el extranjero, en diversos medios europeos principalmente, y gran parte de su trabajo lo ha desarrollado en el ámbito cultural. Ella estudió periodismo en la Universidad de Chile y luego un posgrado también en comunicaciones en la Universidad de la Sorbonne. Actualmente es periodista de la revista Ya del Mercurio y también hace poco, el 2010, ella sacó un libro bastante interesante en el sello Bicentenario con la editorial Catalonia llamado Creadores contra Viento y Marea. Dejo con ustedes a María Cristina Jurado. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? Oye, quiero darles la bienvenida y agradecerles que hayan venido esta tarde a la Cátedra Abierta Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales. Tenemos una invitada de lujo, Catherine Millet, que es un nombre muy importante en el arte contemporáneo del mundo, directora y fundadora de una de las principales revistas de arte contemporáneo en Europa, Après, que la fundó en 1972. Por lo tanto, es una mujer que ha dedicado su vida al arte y como tal, en el año 2001 se convirtió en escritora de literatura y publicó 2 libros extraordinarios que son La vida sexual de Catherine M. y Celos, que en francés se llama Jours de souffrance, que quiere decir días de sufrimiento. Muy buenas tardes, Catherine Millet. Bonjour. Como fundadora y directora de Après, tal vez la revista más influyente de Europa en arte contemporáneo, quisiera saber cómo ve usted el arte conceptual en Chile y en América Latina, y qué hacer sobre todo para acercar este arte, que es un arte más difícil, al gran público. Alors voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai été prise au piège parce que j'imaginais qu'on allait tout de suite commencer par parler de sexe. et voilà qu'on me fait parler d'art et d'art conceptuel. En plus. En fait, ça serait très, très audacieux de ma part de porter tout de suite un jugement sur les artistes auxquels j'ai rendu visite hier et avant-hier.
Mais une chose que je peux dire quand même, c'est que j'ai eu une surprise extraordinaire, à savoir que tout était de très bonne qualité. J'ai vraiment, quelle que soit la génération, j'ai vu des artistes de 30 ans, j'ai vu une artiste de 25 ans, des artistes de 30 ans, de 50 ans. Ce matin, j'avais rendez-vous avec, j'espère que je vais bien dire le nom, Eugenio Dittborn, oui. Qui est maintenant un monsieur assez âgé. Oui. Et en fait, tout est d'une qualité très étonnante. Je veux dire, quand on fait des voyages comme celui que je suis en train de faire là maintenant, on n'a pas toujours l'occasion de faire autant de jolies rencontres. Bon, j'ai une petite opinion pourquoi il y a cette qualité d'ailleurs actuellement au Chili. Mais bon, ça serait l'occasion d'une conversation plus longue peut-être, je ne sais pas. Vous n'êtes pas déçue alors? Usted no está desilusionada? Non, je suis pas du tout déçue. J'ai vu des œuvres qui sont très très différentes les unes des autres, mais très très personnelles. En fait, vous savez, quand on est un critique d'art occidental, qu'on voyage beaucoup, on a parfois l'impression de voir un peu partout la même chose. C'est pas simplement la culture globale, c'est aussi le marché de l'art global qui impose un peu les mêmes normes à travers le monde. Et je pense qu'ici, au Chili, vous avez l'inconvénient, mais vous avez aussi la chance d'être isolé ou d'être encore en dehors de cette circulation du marché de l'art. Et j'ai pas de conseils à donner, mais j'ai envie de dire aux artistes quand même, saisissez cette chance pour affirmer une singularité qu'on a perdue souvent ailleurs. Usted es una gran experta en Salvador Dalí y el pintor Yves Klein, sobre los cuales ha escrito libros y ensayos. Y su obra sobre arte contemporáneo es leída como una Biblia en Europa. Sin embargo, tuvo que escribir sobre sexualidad para ser traducida a 45 idiomas y transformarse en un bestseller. Desde el punto de vista de su intelectualidad, ¿lo siente usted como una especie de ironía? Non, c'est... Non, d'abord, quand tout le temps où j'ai travaillé sur ce livre, La vie sexuelle de Catherine M., j'imaginais pas que ça allait rencontrer le succès que ça a rencontré. Non, j'imaginais pas que j'allais sortir, disons, du cercle relativement fermé des spécialistes, des intellectuels, du milieu intellectuel. Je ne pensais pas que j'allais tout d'un coup toucher le grand public. J'ai souvent dit que le premier tirage de ce livre était de 4000 exemplaires. Donc par rapport aux chiffres qu'il a atteints après, c'était ridicule. Donc non, c'est normal que le sexe intéresse plus que l'art conceptuel, intéresse plus de gens que l'art conceptuel. Oui. Y a propósito de eso, más de 3 millones de lectores en el mundo leyeron La vida sexual de Catherine M. y Jus de Souffrance, que aquí se tradujo como Celos. ¿Qué mensaje fue el que usted quiso entregar y por qué quiso hacer pública esta faceta tan íntima de su vida, que es algo inusual? Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Eh bien, parce que, d'abord, c'est vrai que je pensais avoir acquis une certaine expérience dans le domaine de la sexualité.
j'avais une pratique sexuelle extrêmement libre, comme un certain nombre d'autres personnes de ma génération. Et en fait, il est arrivé un moment où les discours sur la sexualité, sur la libération sexuelle, m'ont un peu agacée. Je trouvais que les gens n'étaient pas toujours honnêtes dans leur manière de relater éventuellement leur vie sexuelle, où il y avait il y a eu pour ma génération certainement une idéalisation de ce qu'était cette utopie de la libération sexuelle. Et donc on continuait à en parler dans ce cadre d'un idéal. Et pour moi, ça ne correspondait pas à mon expérience. Moi, j'avais une expérience, bien sûr, ça m'avait apporté des choses très positives, mais en fait, c'était pas non plus la solution miracle pour trouver sa voie dans la vie. Donc, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était apporter un témoignage très précis et le plus réaliste possible sur cette liberté sexuelle. Voilà. Je voulais pas faire autre chose. Il y avait pas un message, en fait. De même que pour le livre sur la jalousie, oui, peut-être le livre sur la jalousie a peut-être un peu plus un message que celui que le livre sur la vie sexuelle. Mais non, moi j'ai écrit ce livre sur ma vie sexuelle pour écouter en retour, je crois. Là aussi, c'était une utopie. Pour écouter en retour des témoignages. Et j'ai pas été déçue parce que je dois dire que j'ai reçu des centaines de lettres. Et jamais les gens ne me parlaient de mon livre, en fait. Les gens me parlaient d'eux. Ils me parlaient de leur sexualité à eux. Et j'ai eu parfois le sentiment que je leur permettait d'avoir une parole sur leur sexualité. Donc, en fait, c'est ça qui m'a intéressée dans cette expérience. Fue como abrir una ventana, ¿no? Non, je leur ai ouvert la bouche. Oui. Oui. Ouais. Enfin, pour certains, j'ai aussi ouvert la fenêtre parce que, en fait, ce qui était formidable, c'est que les gens venaient vers moi et parfois me disaient, vous savez, j'imaginais pas qu'on puisse avoir une vie comme celle que vous racontez, mais en revanche, j'ai pu imaginer, moi aussi j'ai des fantasmes et je n'oserais pas vivre comme vous avez vécu, mais néanmoins, je comprends que la chose est possible et que mes fantasmes pourraient être réalisés. Donc je crois que c'est ça, en fait, que les gens se sont peut-être, certains d'entre eux, parce que quand même, je pense que je suis pas... qu'il y a quand même aujourd'hui dans nos sociétés une certaine liberté de penser, mais je pense qu'une partie des lecteurs se sont sentis autorisés à avoir certaines idées, certaines pensées. Ils se sont sentis autorisés par rapport à eux-mêmes, en fait. Oui. Catherine, el escritor Roberto Bolaño, a quien esta cátedra de literatura está dedicada, y el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa aplaudieron sus dos libros literarios como valientes libres y con sentido del humor. Pero yo me imagino que no todo fue rosa. Entonces quisiera saber cómo usted vivió y ha vivido las críticas de sus detractores con estos libros. Comment j'ai vécu les critiques, les détracteurs? Bon, en fait, pas si mal, parce que... D'abord parce qu'en fait, j'ai eu cette chance. Vous avez cité deux noms très très prestigieux de la littérature. J'ai eu cette chance, il y en a eu d'autres, quelques autres. J'ai eu cette chance d'être tout de suite soutenue
par un certain nombre de journalistes, d'intellectuels, d'autres écrivains, des artistes. Et cela, d'une certaine façon, m'a protégée contre les attaques. En fait, oui, bien sûr, il y a eu quelques attaques. Moi, j'ai le souvenir que Baudrillard, par exemple, Jean Baudrillard, qui était une signature très lue en France à ce moment-là, avait écrit un article très ironiste et très méchant sur mon livre. Mais c'était pas très grave, puisqu'il y en avait tellement d'autres qui avaient des commentaires positifs à en faire. Donc j'ai pas souffert, en fait, de ces attaques. Et en plus, une chose qui a été extraordinaire, c'est qu'en effet, comme ce livre a eu beaucoup de traductions, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de public, et vraiment, jamais je n'ai eu à rencontrer de discours hostiles, de gestes hostiles de la part du public. Donc vraiment, j'avais fini d'ailleurs par avoir une vision très angélique, comme ça, du monde en général et du rapport des gens à la sexualité. Donc, non, ça a été plutôt une expérience heureuse, en fait. Sí, y a veces puede ser sorprendente, ¿no? Porque se habría esperado... yo pensaba de que en la pregunta de las críticas iba a haber una parte dolorosa para usted. Non. Voilà. Non, comme vous savez, comme dans l'autre livre, je raconte un certain nombre de souffrances que j'ai connues. Il ne faut pas croire que je suis une femme insensible. Disons que les seules attaques qui m'ont touchée sont celles qui sont venues de gens dont je pensais qu'ils étaient des amis, des proches. Par exemple, je peux citer, je ne sais pas si elle est connue ici, Annie Lebrun, qui est une grande spécialiste du Marquis de Sade, qui a réalisé d'ailleurs une exposition magnifique l'année dernière dans un musée à Paris sur le Marquis de Sade, avait publié un article ravageur sur mon livre. Et ça m'a blessée, parce que je la considérais comme une amie. Mais sinon, je vous promets que je ne vous mens pas, et que c'est pas que j'aurais oublié 15 ans après. C'est bien passé, quoi. Oui. Super. Como creadora y mujer de arte, y habiendo sido traducida a 45 idiomas, ¿alguna vez reconoció que usted se interesa sobre todo en el arte por lo que jamás se ha hecho antes? Eso a mí, de mi manera de ver, eso la situaría a usted en la frontera entre la innovación y la ruptura. ¿Siente que sus libros autobiográficos van en esta corriente, que es un poco una corriente de avant-garde, ¿no? Alors là, la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui, parce que, en fait, une des raisons qui m'ont fait écrire La vie sexuelle, c'est que il me semblait que jamais un livre comme celui-là avait été écrit. Vous savez qu'en tant que critique d'art, lorsque je considère une œuvre pour la première fois, la première question que je me pose à propos de cette œuvre, c'est est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part ou pas? Et si la réponse est non, et maintenant, à l'âge que j'ai, je commence à avoir vu beaucoup de choses, si la réponse est non, je commence à trouver ça intéressant. Donc j'ai gardé cette logique avant-gardiste qui consiste à essayer de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et c'est vrai pour ce livre sur la sexualité. J'ai essayé, dans celui sur la jalousie, d'aller le plus loin possible qu'on pouvait aller dans le récit d'une crise de jalousie et dans l'analyse des sensations
que l'on peut éprouver dans cette situation. Et l'année dernière, j'ai publié en France un 3e ouvrage autobiographique qui est sur l'enfance. Et en fait, j'ai adopté le même parti pris. Je suis partie avec l'idée, notamment, que j'essaierai de faire remonter du fond de moi-même des souvenirs qui sont liés à la toute petite enfance, à la toute première enfance. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont témoigné sur leur enfance, mais je ne pense pas qu'il y en ait tellement qui soient remontés le plus loin possible dans leur mémoire jusqu'à l'âge de 3 ans ou 4 ans, et d'essayer de retrouver ces flashs d'images qu'on peut avoir conservées, un mot qu'on a entendu quand on était tout petit et qui a pu vous marquer. Donc ça a été une sorte d'autre défi de nature très très différente de celui que j'avais essayé de relever avec la vie sexuelle. Mais voilà, ça a été aussi une sorte d'a priori comme ça. Les avant-gardistes sont connus pour être des gens qui se donnent des programmes. Sí, pero la vanguard, ser de avant-garde también no siempre es fácil. Y usted es una respetada intelectual a la cabeza de una gran revista. Al mismo tiempo es un personaje público y una escritora bestseller. Todo eso. ¿Qué costos, Catherine, ha tenido la exposición a la fama? A la célébrité. Le temps. Le temps. C'est le principal de mes problèmes. Je suis obligée de vivre 2 vies puisque je n'ai pas voulu renoncer à ma première vie professionnelle. Donc c'est toujours... ça, par exemple, c'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir. Puis comme le temps passe, ça me fait de plus en plus souffrir. Mais ça, je crois que je partage cette sensation avec beaucoup de gens. Le coût... Non, je pense... Enfin, donc ma réponse est presque une plaisanterie parce qu'elle est très banale comme ça. Mais en fait, j'ai pas eu à payer. Ce qui des fois est pénible, c'est le travail de l'écriture. C'est cette espèce d'honnêteté absolue que je voudrais atteindre. Ça c'est quelque chose des fois de très difficile. Alors, dans le cas de la vie sexuelle, ça a été une enquête que j'ai menée sur moi-même et auprès de mon entourage pour essayer de vérifier les faits, d'être la plus exacte possible dans leurs relations. Et donc, ça a été quelque chose d'assez ludique, en fait. Ça a été un moment ludique. Il y avait le travail de l'écriture qui demandait une précision qui parfois était difficile à atteindre, mais globalement, ça a été une période assez ludique de ma vie. En revanche, pour le livre sur la jalousie, là il a fallu vraiment que je prenne sur moi-même, que je fasse ressurgir des sensations qui avaient été extrêmement douloureuses, pénibles, et que j'avais essayé d'enfouir en moi. Et par exemple, il y a dans ce livre un passage où je dois citer des extraits, quelques phrases, des lettres que mon mari m'avait envoyées au moment où j'éprouvais cette crise de jalousie et où nous étions plus ou moins en conflit. Et lorsque j'avais reçu ces lettres, je les avais lues très très vite parce qu'elles me terrorisaient et je les avais mises au fond d'un tiroir et plus jamais rouvertes. Donc quand j'ai voulu les citer, il a fallu que je les lise et que je les lise vraiment enfin. Et ça a été... je suis restée des jours et des jours à tourner,
devant ce tiroir en me disant est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas. Il fallait l'ouvrir. Donc ça c'est difficile. Et puis l'autre chose qui est difficile, c'est de s'assurer d'être toujours honnête par rapport à soi-même. Bon, une chose qui m'aide, c'est que j'ai fait quelques années d'analyse, de psychanalyse, et donc j'ai appris à cette occasion que le premier souvenir qui vous revient en mémoire n'est pas forcément le bon, qu'il est souvent fabriqué, et qu'il faut donc en permanence revenir sur ce souvenir pour le dégager de ces gangs de mensonges, en quelque sorte. Et en fait, ça aussi, c'est difficile. Ça veut dire que vous travaillez très lentement. Ça veut dire que, bien sûr, tout travail d'écriture demande qu'on revienne sur ce qu'on a écrit, qu'on se corrige, etc. Mais je pense que chez moi, ça prend une proportion absolument énorme de réécriture en permanence de ce que j'ai déjà mis sur l'écran de l'ordinateur et qu'il faut effacer et corriger. Donc c'est ça en fait, c'est ça qui est difficile. C'est d'être certaine que je suis arrivée à mon petit noyau de vérité. Yo creo que no hay ninguna duda que sus libros son honestos, bien honestos. Pero a mí yo creo que hay gente que piensa como yo, que se le mezcla un poco la escritora con la experta en arte, ¿no? Una gran experta en arte. Entonces, hay quienes han visto sus libros sobre sexualidad como una acción de arte más en el mundo visual, en el que se mueve desde hace 40 años. ¿Hay algo de performance en su idea de revelar su intimidad a través de la literatura? Performance, non. Non, je le vis pas comme... Enfin, disons que c'est... Si on emploie ce mot de performance, je dirais qu'il qualifierait plus l'expérience de rencontrer le public une fois que le livre est écrit, plutôt que l'écriture même du livre, disons la mise à nu de sa personne. Pour moi, celle qui habite mes livres, c'est déjà quelqu'un d'autre en quelque sorte. Donc j'ai pas de pudeur. En tant que femme, je peux avoir une pudeur, mais en tant qu'écrivain parlant de ce personnage qui s'appelle Catherine, je n'ai vraiment aucune pudeur. Donc j'imagine, il me semble que j'ai déjà dit des choses finalement que je trouve assez horribles sur moi-même, mais voilà, j'ai pas de pudeur, donc c'est pas j'ai pas un effort à faire, une performance à accomplir. Mais quand même, le succès, notamment du premier livre, et puis quand même aussi un peu du second, m'ont mis en effet dans la situation d'être exposée aux yeux de beaucoup de gens. Et en fait, c'est une expérience extrêmement libératrice. Parce que, évidemment, vous parlez de vous, et les gens vous regardent d'une certaine façon. Ils ne regardent pas... forcément, il y a une confusion entre l'auteur et le personnage dont il est question dans le livre. Et je me suis rendu compte que finalement, tous ces regards qui se portaient sur moi, comme en ce moment, en fait, me libéraient de moi-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me disperse en quelque sorte entre tous les points de vue. Vous me posiez la question tout à l'heure
de savoir si des critiques formulées dans la presse m'avaient blessée. C'était des regards portés sur moi parmi beaucoup d'autres. Et après tout, peut-être qu'il y avait dans ces regards des jugements qui n'étaient pas si faux, après tout. Et je me suis rendu compte que tous les jugements qui étaient portés via mon personnage sur ma personne m'intéressaient, en fait. C'est comme si je déléguais aux autres le fait de me juger et qu'en quelque sorte, ça me libérait, moi, d'avoir à le faire. Donc, c'est même, je dirais que c'est une expérience même assez agréable. On sort de soi-même. Et là aussi, c'est une sensation de grande liberté. Et vous avez cité mon travail sur Salvador Dali. Je crois que c'est ce travail qui m'a aidé à comprendre cette sensation, toute proportion gardée. Je suis quand même quelqu'un de beaucoup moins célèbre et moins exposé que Salvador Dali. Oui. Mais Dali a très bien exploité tous ces regards qui se portaient sur lui, et il acceptait tout. On le traitait de clown, il disait « oui, je suis un clown ». Et d'autres lui disaient « non, vous êtes un génie ». « Oui, je suis un génie ». Donc en fait, je comprends tout à fait ce comportement. Et je pense qu'il n'y a pas... je ne crois pas à l'unité de la personne. Et donc, voilà, l'expérience de cette exposition de moi-même m'a renforcée dans cette conviction. Catherine, entrando en temas un poco más íntimos, usted vivió, según contó en sus libros, usted vivió muchas veces un ambiente de violencia en su casa paterna, en su casa de origen, que después revivió con una de sus parejas, con Claude. Entonces yo le quería preguntar si acaso usted considera que el artista tiene que ser sufriente, por un lado, como hay muchos artistas que lo han considerado así en la historia del arte, y por otra parte, si el arte le ha servido de escape de algunas situaciones difíciles en su vida. Vous savez, il faut pas seulement souffrir pour écrire, il faut souffrir pour vivre, tout simplement. Moi, il me semble que ce que j'ai vécu, par exemple, dans mon enfance, c'est pas pire que ce que beaucoup d'entre nous ont connu. Je pense qu'il y a eu des situations pour certains écrivains, par exemple, ceux qui ont connu la prison, qui ont connu la répression, qui sont des gens qui ont connu la guerre. Moi, je suis la génération née après la guerre. Donc, franchement, notre expérience de la souffrance, elle est très limitée par rapport à ceux qui ont connu, malheureusement, ce genre d'expérience. Non, je pense pas qu'il soit nécessaire de souffrir pour accomplir une œuvre ou faire un travail, quoi, d'une façon générale. Et moins on souffre et mieux ça vaut, finalement. Mais bon, c'est une vision complètement romantique, ça, celle de la souffrance obligatoire. Non, je crois pas qu'elle soit absolument nécessaire. ¿Y le ha servido el arte de escape de alguna situación dolorosa? Todos hemos tenido situaciones dolorosas en la vida, y usted también. Ah oui, moi je pense que l'art, c'est l'art, la littérature, bien sûr, c'est ce qui nous aide à vivre, justement. Bah oui, bien sûr, c'est... D'ailleurs, je vais vous dire mon point de vue le plus profond actuellement sur l'art contemporain. Bon,
bon, bien sûr, il y a aujourd'hui des artistes, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure, j'ai rendu visite à des artistes que je trouve très intéressants, dont je trouve le travail très, très original, etc. Mais je ne pense pas néanmoins que l'art, les arts plastiques, ce qu'on appelle l'art contemporain, soit dans une période extrêmement innovatrice. Il y a eu cette période des avant-gardes au début du XXe siècle. Je pense qu'encore le lendemain de la Seconde Guerre mondiale a été un moment d'efflorescence comme ça, très, très grande des arts plastiques. Je ne pense pas que nous soyons dans une situation comparable aujourd'hui. En revanche, je pense que ce phénomène, parce que pour moi c'est un phénomène, ce phénomène de l'art contemporain qui, par exemple, en tout cas en Europe ou aux États-Unis, est tellement à la mode, attire tellement de public. Je pense qu'aujourd'hui, la fonction de l'art contemporain, c'est de créer un espace de liberté dans des sociétés qui, contrairement à ce qu'on peut croire, sont parfois assez coercitives quand même. Bon. Et notamment en ce moment en Europe avec la crise économique, je veux dire les gens se sentent un peu coincés. Et l'art contemporain, c'est une petite bulle où des choses complètement extravagantes ont le droit d'exister, où des gens qui n'ont pas spécialement une formation d'artiste comme ça peuvent aussi faire une carrière d'artiste. Ils ont cette liberté, ils prennent n'importe quel objet et ils l'exposent et ils ont cette liberté. C'est accueilli avec plutôt voilà, bienveillance. Donc moi je pense que l'art contemporain en ce moment c'est cette bulle de liberté précisément. Catherine, usted ha hablado del efecto de seducción que busca el arte. No, habla mucho de seducción respecto al arte. Y desde Dalí, hablo de sus obras aquí, desde Dalí a la vida sexual de Catherine M., ¿ha buscado usted la seducción en su obra? ¿Y qué rol cree usted que juega el sexo en la creación? Para volver al sexo. Ah, alors... La séduction. Est-ce qu'on peut désigner du mot de séduction le fait que l'auteur cherche à retenir son lecteur avec des phrases dans lesquelles ce lecteur se sent bien? Est-ce que ça relève de la séduction? J'ai le souvenir que lorsque j'écrivais La vie sexuelle, j'avais ce souci. J'étais consciente que certains sujets que j'abordais, certaines scènes que je décrivais, pouvaient éventuellement choquer ou dégoûter certains lecteurs. Donc en fait, mon souci, c'était de faire en sorte que ces lecteurs puissent continuer leur lecture sans avoir le réflexe de refermer ce livre en disant « Oh, c'est un livre pornographique, j'ai pas envie de lire ça ». Donc en fait, j'ai essayé d'installer mon lecteur dans une lecture donc assez confortable du livre. Bon, certainement, j'ai pas toujours complètement réussi. Tout le monde, il y a sûrement des lecteurs qui ont refermé le livre mécontents. Ah oui. Mais voilà, c'était mon souci. En fait, bon, peut-être je réponds pas vraiment à la question ou je réponds à côté, mais lorsque moi je travaille, il me semble que la langue que j'emploie, elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet, et elle est juste, elle est exacte par rapport à son objet
lorsque j'ai l'impression qu'elle me porte, en quelque sorte, comme si j'étais un bateau sur la mer. J'écris et je réécris mes textes jusqu'à avoir l'impression d'être installée sur un bateau par une mer calme. Et si je travaille avec cette image en tête, c'est parce que je souhaite que mon lecteur éprouve la même sensation d'être porté par un bateau assez sûr sur une mer calme. Voilà, donc je ne sais pas si c'est de la séduction, mais voilà, c'est en tout cas la recherche d'une complicité, sûrement, avec l'auteur, avec le lecteur. Oui. Y la segunda parte de la pregunta es: ¿qué rol cree usted que juega el sexo en la creación en general y también en su obra? Souvent, je dis c'est le moteur, quoi. Mais c'est le moteur. C'est le la moteur libido, de tout. c'est la libido, c'est le moteur de tout. En fait, même l'art, la littérature, c'est un détournement de la pulsion sexuelle. Moi, par exemple, pour donner une réponse un peu plus précise, j'ai découvert, c'est en écrivant, notamment ce livre sur Salvador Dali, puis celui sur la jalousie, qui sont assez liés en fait, que j'ai compris à quel point la fonction du regard était importante dans ma sexualité. Alors évidemment, je suis devenue critique d'art, donc j'exerce principalement mon métier à travers mes yeux, mais je pense que c'est aussi, pour moi, les yeux sont un organe sexuel très, très puissant. Donc c'est quelque chose que j'ai compris en écrivant même. Très bien. Catherine, la última pregunta, perdón. Su nuevo libro sobre la infancia en el sentido de que usted, tal como usted misma lo dijo hace un rato, usted se interna hasta lo más profundo de su crianza y de su casa y de su familia, y tengo entendido que también habla mucho de su mamá, de su madre. Y quisiera preguntarle, porque yo conozco la historia, y leyendo sus libros uno conoce la historia, y cómo le influyó su familia, su infancia y su adolescencia para mirar el mundo como lo mira usted, que es una mirada especial, y cuáles fueron sus grandes dolores mientras crecía. Esa es la última pregunta. Y que nos hable, por supuesto, de su nuevo libro. Alors, j'avais pas tellement d'a priori avant de me lancer dans l'écriture de ce livre sur l'enfance, excepté celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était cette idée d'essayer de remonter le plus loin possible dans l'enfance. Bon, maintenant, le livre n'est pas que sur la petite enfance, bien sûr. Il parle aussi, il va jusqu'à parler de mes premières années d'adolescence. En fait, est-ce que j'ai essayé d'expliquer celle que j'étais devenue dans ce livre? Non, je crois pas vraiment. Je pense qu'à nouveau, il y avait une certaine extériorité qui se manifestait au moment de l'écriture du livre.
En plus, peut-être d'autant plus facilement que, quand même, je suis plus éloignée dans le temps de cette petite fille que je ne l'étais de La femme jalouse, par exemple, du livre précédent. Et en fait, l'objectif que je me suis découvert finalement au fur et à mesure de l'écriture, c'était comment j'avais pu, enfin c'était d'expliquer quand même comment j'avais pu rentrer dans ma vie d'adulte sans a priori moraux. Voilà, peut-être on peut dire ça comme ça. Il est clair que si j'ai eu cette vie sexuelle très, très libre, c'est que je n'étais pas entravée par des principes moraux et qui m'auraient été inculqués, par exemple, par mon éducation. Alors, la chose s'explique, c'est que mes parents vivaient sous le même toit, mais avaient des vies amoureuses et sexuelles séparées, ce qui crée évidemment beaucoup de conflits, dont ils ne se cachaient pas forcément devant leurs enfants. Et bon, moi, quand je voyais mes parents se disputer, se battre même, bien sûr que je souffrais, comme tous les enfants souffrent, à voir leurs parents se déchirer. Mais finalement, je crois qu'ils m'ont rendu service. Ils m'ont rendu service. Ils m'ont exposé. Ils m'ont pas menti sur ce qu'était la vie. Ils m'ont pas donné d'explication, mais ils m'ont montré qu'est-ce que c'était la réalité de la vie. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui finalement m'a aidée. Je n'avais pas... j'étais une grande lectrice. Je lisais beaucoup de livres, et notamment de romans. Mais j'ai envie de dire que je suis rentrée dans la vie sans avoir en tête un roman qu'on m'aurait raconté et que voilà, j'aurais cherché à retrouver dans la vie. Je pense que bien souvent les parents racontent... On a l'expression en français raconter des histoires. Raconter des histoires, ça veut dire raconter des mensonges. Et lorsque on cherche peut-être à donner une bonne éducation à ses enfants, peut-être qu'en fait on leur raconte des histoires, quoi. C'est la vie n'est pas le mariage, c'est pas forcément le creuset de l'amour. Voilà, la sexualité est quelque chose qui vous met souvent en conflit avec les autres. Donc voilà, je suis rentrée. Donc voilà, peut-être que le livre explique tout simplement ça. Oui. Ok. Bon, merci beaucoup. Okay. Muchas gracias. Sí. Merci à vous. Ah, sí, perdón. Sí, ahora todos pueden preguntar, o sea, si alguien tiene preguntas, por favor. Disponible. Bueno, quizás para empezar. Sí, ahí hay una, una. Sí, a ver. Je vais essayer de poser la question en français. Et c'est merveilleux et délicieux pouvoir écouter la langue de Molière. Merci. Et la question et sur la sexualité. Et chez nous, nous vivons la violence. Et chez nous, c'est... Pardon, mais je ne suis pas sûre que votre micro marche. Si ? On entend bien ? Il faut parler plus fort. D'accord. D'accord. Et chez nous, c'est la question sur la sexualité. Chez nous, nous vivons dans la violence. C'est pour la minorité sexuelle et c'est totalement différent de la France, dans le Chili. C'est comme nous pouvons être plus tolérants dans la minorité sexuelle. C'est ça la question. Parce que le Chili, c'est totalement différent dans la France.
comment voulez-vous que je réponde à cette question? D'abord, je serais malvenue de donner une leçon, de donner une leçon de sexualité aux Chiliens. Ça serait vraiment très, très prétentieux de ma part. La question, la question de la tolérance, je crois que elle commence par nous-mêmes. Je crois qu'il faut déjà se tolérer soi-même. Je crois qu'il faut avoir une certaine honnêteté au plan sexuel avec soi-même, être capable de reconnaître ses propres désirs, ses propres pulsions. Je crois qu'on n'est pas toujours soi-même tellement à l'aise. Et à partir du moment où on comprend... si on est honnête avec soi-même et qu'on voit un peu quelles sont par exemple les perversions qui sont en nous, qui ne s'expriment pas toujours complètement, Dieu merci, mais voilà, si on sait qu'elles sont là en nous quelque part, bien sûr, on va mieux le tolérer pour les autres. Et puis de toute façon, je vois pas très bien comment on pourrait un jour trouver la solution à tout ça. Je pense que la violence, elle est ancrée en nous. Le mal, il est ancré en nous. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter et essayer de s'en accommoder au mieux, de faire le moins de dégâts avec ça. Mais voilà, je crois déjà, voilà, je pense déjà que d'une façon générale, et surtout concernant la sexualité, à partir du moment où on accepte que ça n'est pas, ce n'est pas le bien, mais que c'est le bien toujours avec le mal, alors déjà on a fait un pas dans la direction de la tolérance. Bonjour. Quería hacer una pregunta acerca de la mirada con respecto a la sexualidad, entendiendo la mirada desde la perspectiva masculina y femenina y cómo se sexualiza o cómo se da la sexualidad, entendiendo la mirada, porque el hombre, por ejemplo, podría ser quizás más literal o por... ¿Quién se cayó? La que el canquie tombe. Quizás como se entiende desde el sentido común, el hombre más literal en términos de la mirada como sexual, y la mujer tiene otro tipo de mirada y como desde el ejercicio como de entender la sexualidad como una mirada limpia y tratando de hacer el ejercicio de ser lo más honesto posible, ¿cómo se entiende la mirada en el hombre y en la mujer desde la sexualidad? ¿Cómo influye en el cómo se pone en juego? No sé si queda claro, no mucho, ¿no? Es como la diferencia de género en cómo la mirada influye en la sexualidad. Oui, je crois que j'ai compris la question. J'aurais tendance, si je vous ai bien comprise, à penser le contraire. Moi, je pense que bien souvent, les femmes sont plus prosaïques que les hommes dans ce domaine. Vous savez, il y a un exemple qui m'avait beaucoup frappé. C'est que dans la préface
d'un roman érotique écrit par une femme très célèbre et qui s'intitule « Histoire d'eau ». Jean Paulhan, qui était l'éditeur, avait écrit une préface et le livre était paru dans un premier temps anonymement. On ne savait pas si c'était un homme ou si c'était une femme qui avait écrit ce livre. Et dans sa préface, Jean Paulhan, qui connaissait bien sûr la vérité, disait une chose qui m'avait beaucoup surprise, mais qui, je crois, se révèle exacte. Il disait « Ce livre est certainement écrit par une femme, puisque le personnage décrit les chaussons usagés de son amant. » Et en fait, c'est une chose que j'ai souvent remarquée dans les écrits des femmes, c'est qu'elles ont, alors on parle de regard, elles ont un regard extrêmement précis et extrêmement concret sur le corps, sur l'environnement dans lequel la relation sexuelle a lieu, etc. Alors, c'est quelque chose que moi j'ai essayé de mettre en pratique, bien sûr, dans ce que j'écris. Mais je me souviens que lorsque j'ai publié mon livre, il y avait une jeune auteure canadienne, Nelly Arcan, qui malheureusement est décédée depuis, et qui racontait son expérience en tant que prostituée. Et Nelly Arcan, de la même façon, racontant les scènes, les relations avec ses clients, remarquez par exemple quand le ménage n'avait pas été fait sous le lit et qu'il y avait de la poussière sous le lit, elle notait ça. Alors vous me direz, quelle est la relation avec la sexualité ? Eh bien je pense qu'il y en a une certaine en fait. Et qu'il y a chez les femmes un regard perçant qui est très... et là aussi ça peut paraître surprenant de faire cette affirmation, qui désidéalise la relation sexuelle, qui désidéalise l'amour. Et à contrario, il me semble que, après tout, le romantisme, c'est plus une invention masculine qu'une invention féminine. Et qu'il y a, mais peut-être qu'on pourrait essayer d'étudier ce sujet d'une manière plus approfondie pour en trouver l'explication, que l'homme a peut-être plus besoin, étant donné sa position dans le rapport entre l'homme et la femme, du soutien de l'idéalisation. Voilà. C'est la réponse que je peux vous apporter. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas tardes. Me parece que el proceso artístico o el proceso creativo de cualquier artista tiene mucha relación con el sexo en cuanto a que en un primer momento hay una concentración de energía muy poderosa y luego hay una descarga y una liberación. En ese proceso también hay un espacio que tiene que ver con la ceguera, tanto en el sexo como en la producción de arte. ¿Cómo ve esa triangulación de arte, sexo y ceguera? Bon, c'est une question difficile. Oui, c'est difficile. Bon, oui, le processus que vous décrivez, il est sans doute assez exact. En fait, la vraie question, elle porte plutôt sur cet aveuglement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le désir est un... Enfin, tel que moi, il me semble, j'en ai l'expérience, c'est un phénomène de focalisation. Et parfois, la focalisation
entraîne l'aveuglement. Alors certes, la focalisation vous rend aveugle à tout ce qui est extérieur au point que vous fixez, mais il y a aussi dans la focalisation une concentration qui a quelque chose à voir avec l'obsession et qui fait que ce point que vous fixez, ce désir que vous voulez absolument satisfaire est trompeur, que c'est une illusion, que comme dans la peinture de Dali, il y a quelque chose d'autre derrière l'image que vous croyez voir. Donc je pense que cette question d'aveuglement est... Oui, je pense que vous avez raison, que c'est assez exact, et que le désir retombe, aussi bien le désir de l'amoureux, de l'amant, que le désir de l'artiste d'accomplir une certaine œuvre. Ce désir retombe le jour où il ouvre les yeux sur l'objet qu'il a atteint et qui se dit « ça n'est que ça ». Bueno, antes de partir yo quería hacerle una pregunta también. En esta universidad se cultiva la literatura, también las artes, como parte de las disciplinas. Y en una de las materias donde a veces nos juntamos es en el estudio de la poesía visual, la poesía concreta. Y yo quería preguntarle sobre el caso de Ian Hamilton Finlay, que en el año 1987 estaba invitado a hacer una instalación para los 200 años de la Revolución Francesa. Quisiera saber, ya con la perspectiva histórica, si su exclusión de esta celebración se debiera a motivos políticos, motivos estéticos o, digamos, o quizás a otros criterios que ahora, hoy día vistos con la distancia, merecerían otra reflexión. Bon, je suis toujours ouverte pour rouvrir les dossiers, mais comme j'étais pas prévenue, je l'ai pas rouvert avant de venir. C'est très amusant, une question qui arrive comme ça, assez inattendue. Alors je ne sais pas si toutes les personnes ici présentes savent de quoi il s'agit. C'est une allusion à une polémique que le journal que je dirige, donc Art Press, avait eue avec un artiste écossais qui s'appelait Ian Hamilton Finlay et qui est décédé d'ailleurs depuis, et qui avait été sollicité par, disons, le ministère de la Culture en France pour réaliser une œuvre dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la Révolution française. Et il se trouve que cet artiste avait, peu de temps auparavant, exposé des œuvres qui portaient des signes nazis. Qu'il avait, dans certaines œuvres, fait l'éloge de la période de la Révolution française, qui est celle de la terreur. Qu'il y avait des éloges, notamment de Saint-Just, qui était sans doute l'un des révolutionnaires les plus radicaux, et il faut dire aussi les plus sanguinaires, d'une certaine façon. Donc nous avions à Art Press mené une campagne pour poser la question, est-ce que cet artiste est le mieux placé pour réaliser une œuvre commémorant la déclaration, c'était la déclaration des droits de l'homme. Et en fait, au terme de notre polémique, de notre campagne, cette commande passée par le ministère de la Culture lui a été annulée. Et ça a été une bagarre terrible, par exemple, parce que cet artiste ne sortait jamais de chez lui. Donc il envoyait
ce qu'il appelait les brigades de Saint-Just, dans mon souvenir, c'est-à-dire des gens qui allaient accomplir des actes assez agressifs pour lui. Et par exemple, un jour, je suis arrivée au bureau d'Art Presse et dans le quartier, tout autour du bâtiment où nous avions nos bureaux, il y avait des petites affiches placardées sur les murs qui représentaient ma tête décapitée. Donc, c'était pas très très agréable. Et puis voilà, il nous a fait un procès. Il a perdu ce procès. J'avoue que j'ai jamais rouvert le dossier. Là, j'ai parlé que des faits publics, mais il se trouve qu'on avait eu accès aussi à une correspondance privée qu'il avait eue avec un collaborateur et qui pouvait laisser entendre de sa part un certain antisémitisme. Donc voilà. Bon, je relate. J'ai pas plus de choses à dire aujourd'hui qu'à relater cette affaire pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Mais si j'ai eu l'occasion de réviser mon jugement sur cet artiste depuis, je vous dirais que non. Voilà. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes saben, el Festival Filva continúa. Todavía queda un próximo evento. Así que yo quisiera agradecerles en nombre de la organización de Filva y también de la Cátedra Abierta UDP, en homenaje a Roberto Bolaño. Quisiera pedirle un aplauso para María Cristina Jurado y para Catherine Millet. Y también quería pedir un aplauso para ustedes, han sido muy participativos y quería agradecer su presencia acá. Muchas gracias.